La situation est mitigée. Il y a eu beaucoup d'avancées. L'Afrique de l'Ouest étant quand même une des zones qui a connu beaucoup d'avancées, notamment avec des élections relativement apaisées, avec des alternatives ou les alternances politiques, un certain pluralisme politique, mais aussi pluralisme médiatique, avec l'avènement depuis les années 80 jusqu'à maintenant de la libéralisation des ondes, de la libéralisation du secteur des médias en général. Au niveau aussi des associations, nous avons vu quand même que c'est une région qui est très dynamique, très vibrante sur beaucoup de choses. Maintenant, nous avons de plus en plus des inquiétudes. Des pays qui étaient connus, par exemple, pour une tradition assez stable, commencent à devenir fragiles. Par exemple, le cas du Sénégal. On a vu quand même les dernières élections, la tension. On a vu de plus en plus l'espace civique qui se rétrécit avec les interdictions systématiques de marche des opposants et de la société civile, les arrestations arbitraires et l'utilisation de lois fourre-tout. La Commission africaine y travaille, les mécanismes régionaux y travaillent et il faut des synergies régionales pour essayer de trouver des remèdes à ce problème qui est lancinant. C'est un problème qui est grave pour toute l'Afrique, mais pour notre sous-région, je pense lié au terrorisme, lié à la démographie aussi, avec la jeunesse de la population, les gens qui s'agitent de plus en plus. Je pense que c'est important vraiment qu'il y ait des concertations régionales sérieuses sur la gestion des ressources naturelles, sur la gestion du terrorisme et en relation avec la démographie, mais aussi en relation avec la gouvernance en général. Je pense que nous avons pas mal de cadres pour la protection. Maintenant, il faut plus de volonté politique. Vous savez, au fini, ce sont les États qui mettent en œuvre. Et les décisions de ces institutions ne valent que ce que les États en font. Si les États décident de ne pas appliquer, ça crée un bras de fer. Et souvent, ces mécanismes n'ont pas de possibilité de forcer les États à mettre en œuvre. Lorsque la Commission décide de condamner un État pour violation des droits humains, elle fait sa déclaration, elle donne ses recommandations. Maintenant, c'est à l'État de montrer sa bonne volonté, de montrer son engagement et son respect à ces mécanismes. Ces mécanismes sont créés par les pays africains. Ce ne sont pas des mécanismes de la société civile ni des mécanismes de l'extérieur. Ce sont les Africains, les États, avec leurs experts qui ont négocié pendant des années pour se mettre d'accord sur tel ou tel instrument. Maintenant, une fois que ces instruments sont mis en place, il faut un minimum de respect. Mais je pense que il ne faut pas laisser ces mécanismes seuls aux États. Il faut que la société civile soit beaucoup plus active, beaucoup plus experte et connaisse aussi les rouages, comment utiliser ces mécanismes de bout en bout pour pouvoir faire la différence. Parce qu'il n'y a pas assez d'acteurs africains aussi autour de ces mécanismes. Le dernier aussi, c'est les journalistes, les médias. On ne voit pas assez de médias autour des travaux de la Commission africaine. Lorsque des décisions sont prises, lorsque les rapports des États sont examinés, rarement on voit des journalistes du pays venir couvrir et en parler au niveau national. Beaucoup d'États ne prennent pas au sérieux la question des droits humains. Ce n'est pas une priorité. Et lorsqu'il y a des violations qui sont notées, la plupart, on sent le bras de fer. Donc ce bras de fer, par rapport aux questions de droits humains, tant que ça existe, c'est difficile qu'il y ait un dialogue constructif entre les différents acteurs pour qu'il y ait progrès. L'autre chose aussi, c'est par rapport au financement. Je pense que la plupart de ces mécanismes, il y a beaucoup de doublons sur le continent, la plupart de ces mécanismes aussi sont mis en place, mais il n'y a pas d'engagement ferme de nos pays à faire en sorte de financer leurs propres mécanismes. Vous savez, vous ne pouvez pas mettre en place vos mécanismes de droits humains et penser et les laisser à d'autres pour les financer. Je pense que ça aussi, c'est l'un des grands problèmes que l'Afrique est confrontée. Beaucoup de mécanismes dépendent de l'aide au développement des partenaires pour une bonne partie des financements de leurs activités. Si les citoyens ne se mettent pas en bouclier
pour soutenir ces mécanismes, on risque de retourner en arrière. Donc on sent une agression des États contre l'indépendance des mécanismes qu'ils ont mis en place eux-mêmes. Le dernier obstacle, comme vous l'avez dit, c'est aussi que de plus en plus aussi, il n'y a pas de relève générationnelle. Je pense que c'est important pour que nous autres Africains et que les Africains en général, que les uns et les autres maîtrisent le système africain des droits humains, qui est quand même un des systèmes qui ont permis par le passé d'avoir un certain nombre de recours, notamment lorsque les systèmes nationaux ont failli dans beaucoup de pays. Il faut d'abord que les uns et les autres maîtrisent. Il faut qu'on maîtrise d'abord les contextes, connaître bien son pays, son continent, et aussi connaître les mécanismes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire, quelles sont les obligations des États. Ça veut dire savoir. Le savoir, c'est important. Vous savez, si vous n'avez pas le savoir, vous ne pouvez pas convaincre. Donc il faut une assise. Je pense que toute personne qui travaille sur ces questions délicates, ces questions controversées, notamment sur les droits humains en Afrique, on doit maîtriser. On doit maîtriser, si on est au niveau national, on doit maîtriser le national. Si on est au niveau régional, c'est la même chose. Ne pas tâtonner, connaître, mais aussi partager ce savoir avec les autres et créer des réseaux. C'est ensemble qu'on peut faire la différence. Donc le travail individuel ne peut pas nous mener loin, parce que c'est en travaillant ensemble, en partageant qu'on montre notre force. C'est à travers cela qu'on peut faire pour soulever les monuments, parce que vous savez, il y a des blocages au niveau du respect. Et les États, souvent aussi, sont ensemble. C'est eux qui mettent en place ces mécanismes, mais en général aussi, ce sont ces mêmes États, souvent, qui les discréditent quand ça les arrange, mais aussi trouver des États alliés. Parce que tous les États aussi ne sont pas contre. Il y a des États, c'est des circonstances souvent, et je pense qu'en Afrique, c'est ce qu'on a. On n'a pas assez développé ces synergies avec nos États, ce qui est souvent difficile aussi parce que nos États ne s'ouvrent pas à la société civile dans le sens véritable de partenariat. Je pense que la Charte africaine mérite d'être mieux connue parce que c'est quand même un des instruments historiques de l'époque, mais aussi un des instruments de protection des droits humains qui offre beaucoup d'opportunités aux citoyens africains. Et il doit être davantage connu, davantage protégé par les dirigeants, mais aussi approprié par les citoyens qui doivent en faire leur constitution principale. Avoir la possibilité de faire la pression nécessaire, s'allier avec tous les autres acteurs, les médias et autres, pour qu'il y ait un changement durable. Et cela, c'est dans la durée. L'Afrique a beaucoup progressé, il y a beaucoup de menaces sur notre chemin. Il faut tout faire en ce moment, surtout avec les jeunes, pour qu'ils se focalisent sur l'essentiel, sur leur avenir, sur l'avenir de leur pays. Et je trouve que l'avenir du continent mérite qu'on réfléchisse sur le rôle des jeunes, sur ce que la jeunesse doit faire pour faire le changement et ne pas les laisser à la merci d'acteurs qui pourraient en faire des acteurs qui seraient contre tout progrès. Parce que de plus en plus, on voit que plus on est jeune, souvent, plus on est conservateur. Et je pense qu'on doit se positionner, se questionner pourquoi cela. Est-ce qu'il y a un lien avec la non-participation, la non-inclusion, le fait que nos sociétés souvent ne sont pas inclusives, le fait qu'il y a cette vulnérabilité par rapport à l'emploi. C'est des questions. Donc tout cela, c'est des défis à relever par nous autres, mais aussi par nos États. Maintenant, il faut qu'il y ait des cadres d'échange autour de cela pour que nul ne se sente ignoré, nul ne se sente aussi exclu. Parce que l'exclusion, c'est une violation des droits humains. C'est aussi un motif souvent pour aller vers des choses dangereuses qui peuvent être contre, au finish, les droits humains, et notamment les droits des femmes.